Rebonjour à tout le monde, rebonjour à ceux que je connais et ceux que je ne connais pas encore. Je vais vous faire un petit topo sur l'objectif du live, sur qui on est et après présenter Julien. Donc, je suis Anthony Metz, président et co-créateur de Focus Consultant, l'école de préparation mentale. En gros, on forme en préparation mentale les sportifs et toutes les personnes qui sont intéressées par l'entraînement mental au sens global, que ce soit des militaires comme Julien, des profs, des entraîneurs évidemment, des personnes de l'entreprise, des managers, des dirigeants, des politiciens, toute personne qui est intéressée par la préparation mentale. Ça fait déjà 4 ans qu'on existe et on propose diverses formations, soit un diplôme complet, soit des formations plus à la carte, toujours en accent du coup notre travail sur la préparation mentale au sens global. C'est dans ce cadre-là que j'ai connu Julien, qui est venu chez nous, c'était l'année dernière. Ouais. Donc, tu es issu de la promotion des préparateurs mentaux Focus de 2018-2019. C'est ça. Tu as des collègues qui sont sur le fil, là, je vois qu'ils sont en ce moment en live avec toi. Je vois, c'est ça. Bonjour à tous. Donc, du coup, Julien, je ne sais même plus quel âge tu as. 43 43 ans. 43 ans, ouais. Assez atypique. Donc, en gros, je vais te poser différentes questions sur ton parcours pour commencer. Ouais. Savoir comment tu en es arrivé là, d'abord dans l'armée, les forces spéciales, et puis après, du coup, on donc maintenant sophrologue et préparateur mental. Et après, on laissera du coup un temps d'échange avec du coup toutes les personnes qui sont en live sur le site pour qu'elles te posent le plus de questions possible sur ton parcours, sur ton évolution et surtout sur ton point de vue sur qu'est-ce que pourrait apporter l'armée au sens global ou les forces spéciales si on prend vraiment l'élite de l'armée dans la préparation mentale des sportifs ou de n'importe qui, parce que je pense qu'on en parlera, mais ça peut être adapté à tous les contextes et tout le monde devrait gagner à peut-être pas faire l'armée, mais avoir des techniques, on va dire, que l'armée a en place depuis finalement assez longtemps et qui sont très efficaces. Oui, tout à fait. Allez, on y va du coup, Julien. Est-ce que tu peux nous dire à quel âge tu as commencé l'armée et quelle était ta motivation ou tes motivations comme point de départ? Ouais. Alors, dès que j'ai eu mes 18 ans, en fait, j'ai voulu m'engager assez rapidement. Donc, j'ai commencé assez rapidement à faire les démarches. Et à 19 ans, j'étais dans l'armée. Donc, moi, je suis au mois de décembre et en janvier, je rentrais à l'armée à 19 ans. Donc, voilà. Le 9 janvier 96, donc hier. Voilà. Et donc, très rapidement, j'ai avancé dans la marine. La marine, j'ai commencé avec Kerqueville, donc du côté de Cherbourg, où là on fait les premières classes et tout ça. Très rapidement, je me suis retrouvé à prendre mon métier de fusilier marin. Voilà. Et ensuite, j'ai enchaîné directement avec mon stage commando, donc pour être opérateur. Et voilà. Et donc en fait, en septembre 96, j'embarquais, le terme c'est embarquer dans la marine. J'embarquais en commando, donc au sein des forces spéciales. Voilà. Donc entre janvier et septembre, j'avais fait tout mon cursus et j'étais opérateur au sein des forces spéciales au commando de Montfort. Ok. Concrètement, comment on rentre dans les forces spéciales? Avec quels tests, quelles aptitudes, quelles compétences, quels critères précis, quels sont vraiment les éléments de recrutement? Alors, les éléments de recrutement pour un simple opérateur, simple entre guillemets, c'est déjà faut avoir rempli tout le cahier des charges avant, c'est-à-dire les classes, avoir appris ce qu'on appelle le métier des armes, donc fusilier marin et ainsi de suite. Pour les gens qui sont de la spécialisation du métier de fusilier marin. Et ensuite, et ben là, il faut poser ce qu'on appelle le stage commando et passer les différentes sélections, puis le stage. Voilà. Donc ça, c'est les différentes. Donc ça, c'est au sein des commandos marines pour la marine. Mais grosso modo, le cursus c'est à peu près le même que ce soit dans l'armée de terre ou dans l'armée de l'air. C'est à peu près le même cursus, c'est-à-dire que c'est un cursus qui va, voilà, pour l'armée de terre par exemple, ils vont rentrer dans l'armée de terre, faire leur classe, gravir, apprendre un peu leur métier de soldat finalement, et puis ils vont à un moment donné dans leur cursus vont avoir la possibilité de passer cette étape qui est l'étape importante voilà, et puis petit à petit de rentrer dans les forces spéciales comme ça. Okay.
On dit quand même souvent que c'est un peu l'élite, c'est un peu le haut niveau de l'armée et les forces spéciales. Alors, Ouais. toi, tu avais à 19 ans, 20 ans, une sorte de motivation, de détermination vraiment au-dessus des autres qui fait que tu as voulu faire ça particulièrement. Alors, euh, disons que moi, ce qui me motivait, c'était d'être avec, parce que je me suis dit, je veux faire ça. Enfin, je veux pas rentrer dans la force spéciale. Je veux rentrer dans l'armée et voilà, je voulais faire quelque chose qui bougeait, etc., etc. Et moi, par contre, j'avais rapidement identifié que si je voulais bien aller au danger, chercher le danger. Par contre, je voulais y aller avec les meilleurs. Et donc, je me suis dit, bah, si les meilleurs sont là, c'est là qu'il faut que j'aille, en fait. Ok. Et donc voilà, donc j'ai pas été déçu en fait. Ok. Euh, Est-ce que tu peux nous dire des choses un peu, peut-être pas secrètes, mais nous dire déjà un peu dans quel contexte ou pays tu es intervenu? Bah ouais, je suis allé alors sans citer forcément des pays, voilà. J'ai fait plusieurs fois l'Afghanistan, j'ai fait plusieurs fois la zone subsaharienne, Mm. le Mali, etc., etc. J'ai fait bon l'Afrique en long, en large, en travers. Voilà pour les missions opérationnelles. Euh, et puis après pour des entraînements parce qu'on va dire avec d'autres forces spéciales du niveau à niveau équivalent, bah là on travaille avec bah, les Américains, avec les Anglais, les Néo-Zélandais, les Australiens, les Singapouriens, etc., etc. Quoi. On est amené à pas mal bouger, que ce soit pour l'entraînement et pour les missions. Ce qui fait que bah, finalement on n'est pas souvent à la maison. Ok. Du coup, tu es bilingue ou trilingue ou je ne sais pas. Bilingue, on va dire. Ouais. Mais après c'est pareil, c'est un anglais, disons pour l'anglais, ouais, parce que vu qu'on est amené à travailler, bah évidemment avec des alliés, avec nos alliés, américains, anglais, etc. Bah l'anglais c'est indispensable. Mais après c'est pas de l'anglais, c'est de l'anglais technique en fait. On parle, voilà. Donc bon après évidemment. Après 22 heures, on apprend l'anglais de la nuit, mais sinon, ouais, je me débrouille pas trop mal maintenant en anglais, ça va. Ok. Est-ce que si on rentre un peu dans le terrain, est-ce que tu peux nous dire quelles ont été les conditions pour toi d'un point de vue comment dire, environnemental les plus dures à supporter? C'était l'extrême chaleur, l'extrême froideur, des pays, des terres arides, je sais pas, tu vois. Euh, Honnêtement, je pense que là où on a été vraiment mis à rude épreuve, ça a été notamment, enfin personnellement j'ai été mis à rude épreuve, ça a été en Afghanistan. En Afghanistan, on est sur les bords de l'Himalaya, hein. Donc voilà, on est à altitude, on va très rapidement à des températures qui vont de -20, -30 facilement. Hum. Donc avec voilà du vent, etc., etc. Et j'ai souvenir d'une fois où on s'est retrouvé un peu, comment dirais-je, un peu pris au piège finalement dans une espèce pour une mission où on avait été déployé sur le terrain. On s'est un peu retrouvé en montagne. La météo peut varier très rapidement et c'est pas forcément, c'est un peu difficile parfois à prévoir. Et on s'est un peu retrouvé coincé dans une tempête de neige au final pendant quasiment 3 jours où on voyait pas à 2 mètres et voilà. Donc on était parti évidemment on avait prévu le coup parce qu'en montagne nous on est des marins donc les marins la mer on s'en méfie parce que là c'est la mer qui a souvent le dessus sur nous hein, ça c'est Hum. normal les éléments ont souvent le dessus et ça faut toujours en être conscient enfin pour nous marins et pour les alpins bah c'est pareil la montagne c'est elle qui donne le là donc là pour le coup on avait prévu quand même un petit peu de matériel Mhm. nécessaire et on a eu raison parce que on s'est retrouvé donc pris au piège pendant ouais, presque 72 heures dans des températures un peu extrêmes avec tempête de neige etc etc et donc ça on s'en est bien tiré mais ça aurait pu être beaucoup plus compliqué. Ok. Dans ce genre d'expédition, vous partez à combien? Est-ce que c'est mixte et est-ce que tu as, un sac à dos de combien de kilos sur les épaules? Euh,
Bah, c'est toujours pareil en fait. Il y a une des règles qui est importante, c'est pour nous, c'est de toujours prendre en compte que c'est le terrain qui commande. Donc en fait, c'est nous, on est en permanence en train d'essayer de s'adapter au terrain, à l'environnement dans lequel on se trouve, que ce soit la montagne, le désert, la jungle, peu importe. On peut agir dans tous les domaines. Mixte, donc à 99% du temps, on va dire non, c'est que les hommes. Ça arrive parfois d'avoir des femmes avec nous pour des actions particulières, ponctuelles en général. Voilà, mais c'est plutôt rare. Même si ça a tendance à changer un petit peu, mais il n'y a pas de, en fait, il y a pas de femmes au sein des forces spéciales pour nous. Pourquoi? En tout cas, chez les commandos marines, en tout cas, il y a pas de femmes. Voilà. C'est stratégique ou c'est le recrutement qui se fait comme ça? Alors, par exemple, alors, chez nous, je vais parler de ce que je connais le mieux, les commandos marines. Le stage commando est ouvert aux femmes, mais jusqu'à présent, il n'y en a aucune qui a réussi. Les tests, juste les tests en fait pour accéder au stage commando, il n'y en a aucune qui a réussi. Donc voilà, parce que c'est très compliqué, très physique, très dur physiquement. Et voilà, le bilan aujourd'hui, il est que il y a pour le moment aucune femme qui a réussi à passer ne serait-ce que les tests pour accéder au stage commando. Ok. Voilà. Bon, Julien, tu as écrit un article pour nous qui a été très très lu sur les réseaux et sur le site de Focus, Ouais. dans lequel tu fais un peu le comparatif quand même entre le monde du sport, ou du moins l'entraînement des sportifs et le vôtre dans les forces spéciales. Ouais. Il y a deux choses qui m'ont vraiment alerté, c'est la gestion du stress et la préparation que vous avez, non pas des compétitions pour le coup, mais des sorties ou appelle-les comme tu veux en fait. Alors, on va commencer par le stress. Je vais te demander, est-ce que tu n'as pas l'impression que des fois les sportifs stressent un peu trop en comparaison avec les risques que vous prenez vous? Et est-ce que du coup, vous n'auriez pas des choses à leur apporter dans votre propre gestion du stress, concrètement? Oui, en effet, l'idée c'était ça, c'était d'avoir le fil conducteur un peu dans cet article, c'était de pouvoir faire ce lien, voilà, entre le sport et le militaire. En effet, pour nous, donc là, le côté militaire, nous on dit entraînement difficile, guerre facile. Ouais. C'est un vieux dicton, mais qui a du sens quand on y réfléchit un petit peu. Et c'est vrai que pour le coup, pour le militaire, lui, vraiment, ce qu'il risque, c'est sa vie en fait. Donc voilà. Alors entre guillemets, le sportif, lui, a un risque qui est beaucoup plus, enfin, qui est moindre. Alors, entre guillemets, théoriquement, il joue pas sa vie sur le terrain. Il joue un titre, il joue peut-être sa carrière. Enfin voilà, mais c'est donc voilà. Donc oui, en effet, nous l'idée, c'est vraiment d'essayer de s'entraîner toujours au plus près de la réalité, si ce n'est même encore plus dur que dans la réalité, de façon quasiment à ce que le jour J, ça soit facile, ça serait prétentieux, mais en tout cas, on ait le moins de surprises possible, quoi. Ok. Donc toujours dans cette idée finalement de se mettre un petit peu. Alors c'est pas permanent évidemment, mais sinon on n'hésite pas à aller se mettre un peu dans le rouge, dans la difficulté, pour toujours être vraiment, j'ai envie de dire, conscient de nos limites, conscient que ce qu'on fait c'est quelque chose qui est difficile, qui a des il y a des difficultés qui sont inhérentes à ce métier-là. Et donc toujours être bien conscient des limites, savoir est-ce qu'on peut toujours repousser encore un petit peu ou pas, parce que voilà, on fait beaucoup de R&D, donc on veille la technologie, beaucoup ça. Et donc le truc c'est toujours d'aller flirter avec ses limites, voire même des fois on les dépasse un peu, ce qui peut des fois nous valoir de la casse, que ce soit tant humaine que matérielle, parce qu'on a pas mal, beaucoup, on a pas mal de blessés à l'entraînement. Et donc voilà. Alors que théoriquement, j'ai envie de dire, le sportif, lui, il va avoir tendance à aller un peu voir les limites, mais bon, il n'a pas vraiment d'intérêt à les dépasser en fait, ces limites. Alors maintenant que tu bosses comme préparateur mental, du coup, tu suis des sportifs dans leur entraînement, leur progression, tout ça. Je te le demande cash. Est-ce que tu as l'impression que
l'entraînement pour eux est un peu trop facile et qu'ils ne vont pas forcément chercher justement à se dépasser à l'entraînement et à être dans le rouge concrètement? Bah, ça dépend qui, en fait. C'est vraiment, je pense que c'est vraiment très aléatoire. Il y en a qui vont pas hésiter à aller se mettre justement dans le rouge, voire des fois trop finalement, parce que des fois les temps de repos, tout ça, c'est pas bon en fait. Ils sont entraînement, ils tombent finalement dans du surentraînement, ce qui fait que ils ont finalement une baisse de performance, ce qui est pas très intéressant finalement. Et puis des fois, oui, en effet, il y a des gens qui, dès que ça devient un peu dur, finalement, ok, ils ont l'impression d'avoir atteint leur limite, quoi. Ils sont tout de suite, oulala, aujourd'hui on s'est bien entraîné. Ouais. Ouais, alors que finalement, ils en ont encore sous la pédale, ils peuvent encore y aller. Hein. Théoriquement, c'est les sportifs de haut niveau, ils peuvent y aller encore, quoi. Ouais. Donc à un moment donné, voilà, c'est toujours pareil, c'est quand le faire, comment le faire, parce qu'évidemment, faut choisir son moment pour se tester, quoi. Ouais. Donc faut le faire, faut être en mesure de le faire parfois intelligemment. Et voilà. Mais oui, en effet, des fois, il y a des gens qui pourraient essayer d'aller se tester un peu plus. Ok. Alors, je te pose encore une question du coup, Julien, et après on prendra les questions du coup de ceux qui sont avec nous là sur le live. Donc ma question est très simple, c'est est-ce que tu peux nous redire concrètement ce que vous faites, je vais dire à l'entraînement, vous en tant que force spéciale, pour préparer au mieux le terrain? Tu vois, dans le travail d'imagerie mentale, de maquette que tu fais aussi, tu m'as expliqué, qui est hyper intéressant. Ouais. En fait. Alors, concrètement, nous on fait par exemple, on fait oui, en effet des maquettes. On fait un travail où on va bosser sur des maquettes, on va nous-mêmes fabriquer des maquettes en fait. Et ce qui fait qu'en fait on va au fur et à mesure, vu que on va entre guillemets sur le papier, on va relever par exemple la longueur d'un mur. En fait, quand je vais le fabriquer, ce mur, je vais le mémoriser en fait. Tout de suite, quoi. Okay. Tout de suite, je le mémorise. Et ce qui fait qu'en fait, en faisant ce système de maquette, donc des fois c'est très rudimentaire. Hein. Des fois c'est on prend des boîtes de chaussures, une boîte de cornflakes, voilà. Enfin, on fait des fois vraiment avec les moyens du bord. Des fois, on a plus de temps et un peu plus de moyens, donc on fait des trucs qui peuvent être super. Et des fois, on fait des trucs limite c'est en pâte à modeler, quoi. Enfin, j'exagère, mais à peine. Hein. Moi, je me suis retrouvé une fois au fin fond de l'Afghanistan à faire une maquette avec de la glaise. Et on était toute l'équipe quasiment en train de bosser sur la maquette. Mais à la fin, quand on a eu fini la maquette, finalement, on en avait quasiment plus besoin parce qu'on connaissait tout le bâtiment, tout le complexe où on était censé intervenir, on le connaissait par cœur en fait. Tellement on l'avait fait avec minutie. Tu fais les maquettes même déjà dans le pays, on va dire, où tu es. C'est pas en France en fait. C'est pas l'entraînement ici. Les deux cas sont possibles en fait. Ah, je savais pas ça, ok. Les deux cas sont possibles. Là, c'est-à-dire que là, par exemple, quand on part, on peut partir de France pour aller faire une intervention directement à l'étranger. Ouais. Donc là, auquel cas, ce travail-là qui serait fait en amont en France. Mais il y a aussi des fois où on est déployé pour une durée de 2, 3, 4 mois sur un territoire. Et à partir de ce territoire, on va mener les actions. Donc, c'est quand on est là-bas, des fois, on est amené à travailler sur ça, là-bas. Donc des fois, on fait vraiment des maquettes, un peu comme des enfants pourraient construire un château de sable. Mais ça marche. Ouais. Et aussi après, on fait donc ce qu'on appelle de la mécanisation du drill en fait. C'est-à-dire que cette maquette qu'on aura vraiment fait avec minutie, on va la reproduire à échelle 1, c'est-à-dire en respectant au mieux les distances d'un point à un autre, la taille du mur, etc., etc. Et en fait, on va mécaniser, on va mettre en musique en fait l'ensemble des équipes qui vont intervenir et on va réaliser la mission à blanc comme ça. Donc là, évidemment, tout ça, ça nécessite du temps et tout ça. Donc quand on peut, on le fait. Mais des fois, il y a des fois, on n'a pas le temps. Hein. Il y a des fois, on nous appelle, on nous dit, OK, dans 1 heure, vous êtes dans l'avion, il faut aller intercepter un individu à tel endroit, c'est parti. Ok, bon, on y va. Okay. Et là, on brief dans l'avion avec pas grand, des fois avec pas grand chose. Et voilà, moi je me suis vu une fois, donc là je citerai pas de lieu et tout ça, mais je me suis vu une fois, on nous a fait faire donc l'équivalent de traverser un territoire 2 fois comme la France
en avion, on a posé. Là, on a posé, on a reçu notre mission, on nous a dit, OK, on remonte dans l'avion dans 40 minutes. Donc, en 40 minutes, il fallait qu'on briefe la mission, qu'on prépare notre saut, parce qu'après, on a sauté de nuit, donc à 4000 mètres d'altitude, etc. Voilà, donc on a tout briefé en 40 minutes, on est monté dans l'avion a décollé, une demi-heure, trois quarts d'heure après, on sautait, et c'était parti. Donc là, on a fait un saut de nuit avec ce qu'on appelle une infiltration sous voile, donc de plusieurs kilomètres. Donc là, on est avec nos outils de navigation pour pouvoir voilà, se rapprocher au maximum de la cible. Là, posé au milieu nulle part. Là, on se réarticule au milieu nulle part. Infiltration pédestre on a fait 5-6 km d'infiltration pédestre. Et pour être, comme je le décrivais un petit peu dans l'article, première lueur du jour en capacité d'intervenir sur l'objectif, quoi. Voilà. Et ça s'est briefé en 45 minutes. Donc là, il n'y a pas de maquette. Hein. Là, on ne prend pas le temps de faire une maquette. On peut aller vite. Donc okay. c'est là justement que tout repose avec le peu d'éléments qu'on peut avoir, sur le travail d'analyse, l'entraînement qui a été fait en amont, etc., etc. Parce que là, vraiment, on fait confiance aux gars, quoi. Oui, clairement. On fait confiance aux gars sur leur capacité d'adaptation, leur capacité d'analyse, et puis après, c'est parti, quoi. Ok, top tout ça, vraiment. Et ça, c'est des missions qui sont réalisées en ce moment. Hein. Ouais, non, mais ça, faut en être conscient aussi, c'est que il y a des petits gars qui sont au milieu de nulle part là au moment où on parle et qui préparent ce genre de choses. Donc, et on parle jamais d'eux, ils sont jamais trop. On parle rarement d'eux. Ok Julien, on va passer du coup, si tu veux bien, aux questions des internautes. Alors, j'ai déjà vu 3 questions défiler. On va prendre Didier May, qui pourrait être Monsieur Maisonneuve, si je ne me trompe pas. Je vois sa photo de bouteille, ça me rappelle quelque chose. Qui te demande, en fait, lors du recrutement pour les forces spéciales, quels sont les aspects mentaux qui sont pris en compte dans le recrutement? Ou est-ce qu'il y a des tests spécifiques ou des questionnaires ou, je ne sais pas, des mises en situation particulières? Alors, donc, en fait, il y a une première sélection qui est faite par les psychologues, avec des entretiens par les petits, qui sont là pour voir un petit peu si ça tourne rond, on va dire. Et ensuite, c'est les épreuves. Hein. Les épreuves font que là, on teste typiquement, c'est la résistance mentale, en fait. Résistance mentale, la capacité de résilience, la capacité à pas baisser les bras et tout ça. En gros, on veut savoir est-ce que le gars, quand ça va devenir dur, voire très dur, est-ce qu'il garde la tête haute et il continue d'avancer, en fait. C'est surtout ça, en fait. Voilà. Là, typiquement, pareil, je vais pas rentrer dans le détail, mais grosso modo, on dort pas, on mange pas. Moi, je me souviens, on a fait des semaines, et on en reparlait il y a pas très longtemps avec un collègue. On disait, mais comment on a fait? Parce qu'on a fait des semaines où on a dormi 5-6 heures dans la semaine. Et quand je dis dormir, c'est évidemment pas dans un lit, hein, c'est dehors, par terre, sous un arbre, à la belle étoile. Voilà, donc on dort pas, on est trempé quasiment tout le temps. On mange peu, on boit quand on peut, etc., etc. Et il faut continuer d'avancer. Ok, alors c'est parfait ça. Parce que du coup, j'ai une question là de Benoît Adenis Lamar qui me demande, c'est un golfeur, il te demande en fait, il sait pas comment rendre son entraînement plus difficile. Tu vois, comment rendre plus complexe. Alors vas-y, dis-lui. Viens me voir. Tu verras, c'est beaucoup plus facile qu'on le pense. Non, mais après c'est toujours pareil. Il y a des choses qui sont inhérentes à chaque sport. Ça sert à rien de se mettre à pas dormir si j'ai besoin d'être concentré, etc., etc. Si, tu le fais. Très important. Pardon. Tu le fais, tu le. Oui, bien sûr, on peut s'amuser. Mais oui, éventuellement, si la difficulté, le but c'est de tester un petit peu au niveau de la concentration, etc. Et que j'ai l'habitude, par exemple, pour être en pleine forme, de dormir mes 10 heures sur mon lit, je peux peut-être dormir un peu moins, peut-être casser mon rythme de sommeil pour sortir un peu de ma routine finalement.
Et des fois, quand on est finalement, on avait discuté un peu la dernière fois, hein, Ouais. les gars qui sont ce qu'on appelle un petit peu les Formule 1, Ouais. c'est-à-dire que tout va bien Ouais. tant qu'ils dorment bien, ils mangent bien, ils boivent bien, Tout à fait. voilà, c'est nickel. Faut faire, Et faut là, faire. ils sont à 100% de leur capacité. Et par contre, dès qu'il y a un petit grain de sable, c'est-à-dire que on dort pas très bien ou on n'a pas pu avoir la routine a été un peu cassée, et ben là finalement je sais plus faire parce que voilà quoi. Parce que j'ai pas l'habitude de faire appel à ma capacité d'adaptation. Hum. Et donc là je sais plus faire. Et c'est pas bon. Et nous justement on cherche des gens qui malgré tout ça sont en capacité de faire. Ok. Donc, ça veut dire que juste, en fait, en privant un peu de sommeil les sportifs, en les fatiguant physiquement, mentalement, en leur coupant un peu la faim aussi, tout ça, juste ça, c'est un entraînement en soi, la difficulté à se dépasser un peu dans le quotidien. Bien sûr. Oui, oui. De toute façon, on le sait bien, quelqu'un qui dort pas pendant une nuit blanche, hein, le lendemain, pour bosser, c'est plus compliqué. Ça peut le faire, mais c'est plus compliqué. Si on a eu une nuit agitée, C'est possible. ça peut arriver. Et le lendemain, on n'est pas frais, quoi. Là, voilà, il suffit de se tester un petit peu comme ça. Bon, tu as plein de questions sur le live, du coup, je t'en pose comme ça, ce que je trouve de Pierre Longeau qui te demande concrètement dans quelle situation tu as pu être stressé et quel genre de stress c'était. Plutôt corporel, j'imagine, plutôt mental, tout ça. Bah, concrètement, pendant des missions voilà, certaines missions où il y a des missions entre guillemets qui sont quand même plus compliquées que d'autres. Et évidemment, j'ai des souvenirs qui me reviennent. De toute façon, c'est voilà, le stress, c'est de la peur. Hein. Enfin, je veux dire, là pour le coup, c'est la peur d'un moment donné d'être blessé ou tué. Enfin, voilà, c'est concrètement où. Et encore, c'est quand on est vraiment dans une équipe, voilà, où c'est presque, enfin, c'est la famille en fait. Hein, c'est être blessé soi-même ou tué, mais c'est le copain, voilà, qui lui pourrait être blessé. Enfin, voilà. Et donc, évidemment, quand on se retrouve en responsabilité de personnes, d'une équipe ou autre, est-ce que je vais être à la hauteur, est-ce que je vais pouvoir gérer quand ça va être dans le dur, est-ce que je vais avoir les capacités, est-ce que voilà, c'est les questions qu'on se pose, qu'on peut être amené à se poser avant même l'intervention. Et puis dans l'intervention, théoriquement, on se pose plus de questions parce qu'on est dedans, donc on a la tête dans le guidon. Et là, c'est trop tard en fait. C'est plus le temps de se poser des questions. Et parfois, quand il y a des temps de pause, et là, on peut être amené à avoir quelques petites ruminations. Il y a le hamster qui remonte dans sa roue et qui repart. Mais c'est trop tard, faut plus les poser. Là, c'est non, je passe à autre chose. Je reste concentré sur ce que je fais et j'avance. Ok. Est-ce qu'on peut dire que malgré ton expérience, ton âge, que tu as fait tout ça, tu stressais quand même toujours un peu avant chaque intervention parce qu'il y a un tel niveau de danger et de difficulté que forcément tu anticipais un peu en négatif ce qui pouvait arriver? Je dirais pas anticiper en négatif, c'est juste être conscient de la difficulté, être conscient du danger. Ok. Voilà. Donc évidemment, ça peut donner un petit moment, un petit bout de stress, mais voilà, on l'a fait à l'entraînement. Je l'ai fait 100 fois à l'entraînement. Je devrais y arriver là, normalement. Ok. Entre 0 et 10 par rapport au niveau de stress, 10 stress dramatique et 0 aucun stress, tu étais à quel niveau? C'est assez variable, mais j'irais à un niveau 6. Ça, là, comme ça, c'est compliqué de répondre, mais je dirais à un niveau, en tout cas, qui faisait que j'étais en pleine capacité enfin, tous mes sens étaient à fond, et j'étais à fond, en éveil, hein, mais voilà, avec du stress qui me permettait justement d'être optimal. Ok. Voilà. Ok. Ça marche. Allez, d'autres questions, on va enchaîner. Une question de Michael Mouliapella qui te demande est-ce que tu as été ou est-ce que vous êtes globalement suivi mentalement et psychologiquement? Alors, mentalement, il y a des choses qui se mettent en place en ce moment. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que je suis toujours réserviste
pour pouvoir participer à la mise en place de choses à ce niveau-là, au niveau mental, et etc., etc. Et alors, pour les commandos marines, une fois de plus, je parle de ce que je connais le mieux. On a la chance d'avoir une grosse cellule psychologique. Donc, merci à eux, heureusement qu'ils sont là, parce qu'ils nous préparent pour partir en mission à 100% de capacité, j'ai envie de dire. Et puis surtout, ils prennent en charge les gars qui reviennent en ayant ce qu'on appelle des blessures invisibles, des syndromes post-traumatiques et autres. Et puis voilà. Et puis on a la chance d'avoir un gros suivi psychologique. Ça n'a pas été une mince affaire. Ça a été long à mettre en place parce que cette cellule, en fait, elle a toujours plus ou moins existé, pas forcément dans la forme actuelle. Mais surtout, c'est que moi, personnellement, à l'époque où je suis arrivé dans les forces spéciales, en 96, quand on me disait « Oula, mais tu vas voir le psy », oula, t'as un problème. Tu vas voir d'ailleurs, on disait pas le psy, on disait le dingologue. Le dingologue. Voilà, donc on disait « Tu vas voir le dingologue », oula. Donc en gros, c'est un petit peu comme les toubibs, moins tu les vois, mieux tu te portes. Voilà, mais finalement, et ça, faut rendre à César ce qui appartient à César, c'est-à-dire que les psychologues ont été suffisamment intelligents et ils l'ont amené de façon suffisamment intelligente pour bien faire comprendre aux gars qu'ils n'étaient pas là contre eux, mais pour eux. Et finalement, maintenant, ça serait quasiment impossible de revenir d'une mission où il y a eu des actions compliquées sans passer par la case psy. Parce que tous les gens ont bien conscience que c'est tellement important que voilà, donc merci à eux. Okay. Tu as une idée un peu chiffrée de la prévalence des PTSD, des stress post-traumatiques ou pas du tout? Alors non, je pourrais pas donner de chiffres. Malheureusement, justement, on discutait il y a pas très longtemps avec un ami et on disait qu'il y en avait malheureusement de plus en plus. Mais c'est en lien avec des choses. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de missions, en fait, il y a beaucoup de missions qui sont réalisées. Donc évidemment, les gens ne savent pas, mais il y a beaucoup de missions qui sont réalisées. Et finalement, le monde des forces spéciales, c'est un petit monde. Il n'y a pas beaucoup d'opérateurs. Ouais. Et donc, les gens cumulent jusqu'au jour où, à un moment donné, ils déclenchent un syndrome. Donc voilà. Il faut savoir que nous, à Lorient, on recrute à peu près, c'est entre, je dirais 30 à 40 personnes dans l'année. Okay. Et sur les 30 à 40 personnes, il y en a beaucoup qui restent pas très longtemps, en fait. Il y en a beaucoup qui, au bout de quelques années, ils sont partis. Parce que physiquement, c'est dur, psychologiquement, c'est dur, le rythme des entraînements, le rythme des missions, etc., etc. Les gens font pas ça pour l'argent, et heureusement, parce que sinon ils seraient déçus. Donc, à un moment donné, voilà. De ce que tu vois maintenant avec ton œil de sophrologue, pas psy, mais de sophrologue préparateur mental, est-ce que tu trouves que c'est la répétition et l'accumulation des sorties qui fait que les gens vraiment ont du mal à supporter ça émotionnellement, ou c'est un événement qui va être beaucoup plus traumatique que l'autre? Je saurais pas le dire. Je pense c'est multifactoriel. Je pense que c'est certainement un peu un mix de tout ça. Je pense que c'est un mix de tout ça. Moi, j'ai des copains j'ai notamment, évidemment, je pense à lui en disant ça, un copain qui a déclenché un syndrome post-traumatique sur une action que nous on a fait. Il n'était pas avec nous. En fait, lui, sur ce coup-là, il n'avait pas pu venir pour une raison, une problématique. Il n'était pas avec nous et en fait, on s'est retrouvé nous dans une situation très 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 périlleuse où potentiellement on était vraiment dans une situation très merdique, on va dire. Et lui, en fait, il était en gros à 10 km à vol d'oiseau dans un bureau et il écoutait tout à la radio. Et le fait d'être en fait uniquement spectateur, il a déclenché un syndrome post-traumatique. Donc pour le coup, oui, là c'était suite à un événement, quelque chose de ponctuel, mais est-ce qu'avant il n'y avait pas eu une accumulation? Je ne saurais pas le dire. Ok. Alors, on va prendre notre question en ligne. Du coup, j'ai vu une question basée sur la méditation de Jérémy Pommier. Est-ce que vous pratiquez des méthodes de préparation mentale, style l'imagerie mentale ou la méditation? Alors, justement,
non. Et justement, c'est ce qu'on essaie d'amener. Là, pour le coup, c'est en fait là, par exemple, à Lorient, il y a une structure qui est en train de se mettre en place, donc on appellera normalement OPH, donc optimisation du potentiel humain. Où là-dedans, dans cette structure, on voudrait donc intégrer de la préparation mentale. Et chacun viendra y piocher un petit peu ce dont il a besoin, c'est-à-dire s'il y en a qui veulent faire avec de la méditation, bah, ils feront avec de la méditation. S'il y en a qui veulent faire avec de la sophro, bah, ils feront avec de la sophro, etc., etc. C'est un peu chacun vient chercher l'outil dont il a besoin, j'ai envie de dire, ce qui lui correspond le mieux. Et puis aussi dans cette structure OPH, il va y avoir de la réathlétisation, il va y avoir de la nutrition, il va y avoir de l'accompagnement pour la prépa physique, etc., etc. Donc ça va être un gros package et dans lequel la personne viendra puiser dedans en fait. Donc ça vient, c'est pas encore là, mais c'est en train de se mettre en C'est place. pas encore là, c'est encore un peu ce qui s'est passé avec les psychologues. Tout ça, c'est un travail de longue haleine. Et là, il faut que les gens ont bien compris qu'avec cet outil qu'est la préparation mentale, ils pouvaient être encore plus performants. Donc évidemment, ils tournent la tête vers ça en regardant, en disant oula, ça peut être intéressant. Mais de là à le faire, c'est encore autre chose. Ok. Dans le monde du sport, on dit souvent que ceux qui s'opposent un peu à la préparation mentale, c'est les vieux, c'est les entraîneurs et les dirigeants, les présidents de clubs, tout ça, qui ont une autre culture et une autre approche du sport et du psycho, du mental. Est-ce que c'est un peu le cas aussi chez vous? Ce sont les dirigeants en fait de l'armée qui sont un peu dans l'opposition, ou c'est même les gars de terrain qui sont pas forcément adeptes? Je dirais que c'est un peu particulier en fait. Je pense qu'il y a les plus anciens, je dirais pas les vieux, les plus anciens qui peuvent avoir un regard parfois un peu ouais mais nous on n'a jamais eu ça et ça marchait très bien. Donc voilà, ça rejoint ce que tu disais. Mais ça souvent c'est des gens qui n'ont pas connu la difficulté du terrain. Parce que les gens qui ont vraiment été dedans, par exemple, je reprends l'exemple des psychologues, ceux qui ont vraiment été confrontés à des choses vraiment dures, eux, ils ont compris rapidement l'intérêt de voir les psychologues. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et après, parfois, ça peut être, bizarrement, ça peut être les plus jeunes qui finalement, par manque de sagesse, je dirais, un petit peu l'ego de dire ouais, mais c'est bon, moi je suis jeune, je sors du stage co, je sais ce que je vaux. Ouais, c'est bien, tu sais ce que tu vaux aujourd'hui, mais peut-être que tu peux t'améliorer encore. Et donc voilà. Donc il y a un peu ce truc au niveau générationnel, voilà. Ok. Une question de Gali Huguet sur le flow. Alors, le flow, je fais la traduction pour les non-experts, c'est l'état mental dans lequel vous avez un sentiment chez les sportifs, chez les musiciens aussi, de jouer comme si c'était facile. Vous faites un truc hyper compliqué, une reprise de volée phénoménale, vous faites une partition, une exécution piano qui est folle, mais avec un geste qui est simple, qui est limpide et un sentiment que ça coule de source. Ça, c'est le flow. C'est un peu le Graal de ce qu'on cherche, nous, à avoir en préparation mentale. Hein, c'est de mettre chaque sportif dans le flow. Alors, pas sur tout un match, ça sera impossible, mais dans des zones et dans des moments de performance clés. Est-ce que vous abordez ce concept de flow aussi dans l'armée? Est-ce qu'on peut parler de flow quand tu es sur le terrain dans des missions périlleuses? Alors, est-ce qu'on l'aborde? Non. Est-ce qu'on peut en parler? Oui. Parce que finalement, nous, on s'entraîne suffisamment pour essayer que finalement les choses viennent naturellement sans réfléchir. Donc voilà, c'est un peu l'état justement que tu viens de décrire. Et pour laisser uniquement la place quasiment à l'analyse, ce qu'on appelle l'analyse tactique. Ouais. Voilà. Mais le reste, dans tout ce qui va être la gestuelle, il n'y a pas besoin de réfléchir. C'est des choses qu'on a tellement répétées, comme le service pour un tennisman, que voilà, on se pose plus la question de comment je dois mettre mon chargeur et tout ça, évidemment. Donc oui, je pense qu'il y a une part de flow là-dedans, ouais, certainement. Ouais. Certainement. Tu m'as dit aussi en off que sur le terrain, vraiment en mode exécution, tes sens étaient tous en hyper alerte. L'odorat, la vision, tout était vraiment hyper stimulé. Ce qui pour le coup va un peu à l'inverse du flow, où en fait ça coule sans forcément s'en rendre compte.
Est-ce que du coup, le fait d'être trop comme ça stimulé, c'est pas un frein justement au flow ou à une gestuelle, tu vois, qui est optimisée? Euh, honnêtement, je saurais pas dire. Je saurais pas dire. Moi, je pense que euh, on est évidemment en alerte parce que on est potentiellement exposé à un ou plusieurs dangers. Donc Ouais, nos sens sont évidemment en éveil, mais en même temps, on est dans quelque chose qui théoriquement coule un peu comme de l'eau, quoi, ouais, naturellement finalement. Donc je sais pas si je sais pas, on n'est pas dans la réflexion en fait. ouais. On n'est pas dans la réflexion de comment on va faire ci, comment on va faire ça. De temps en temps, on peut être amené à se poser un peu pour dire, pour devoir, comment dire, réadapter un peu notre tactique. Bien sûr. Voilà. Mais sinon, en général, ça coule assez simplement. Donc, Ok. couler. Un des éléments aussi caractéristiques du flow, c'est la perte de repères temporels. C'est-à-dire, on a perdu Ouais. l'espace et du temps, surtout, on ne sait plus combien de temps se sont écoulés entre deux balles de match où tout est flou. Est-ce que tu perds aussi la notion du temps sur le terrain? Ouais, ça peut arriver. Hein. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Et alors, c'est un peu d'ailleurs une problématique pour nous parce qu'on a souvent des délais à respecter, on a un timing qui est souvent très serré, etc., etc. On a voilà des contraintes particulières parce qu'on a un drone au-dessus de nous qui est en train de faire un peu notre ange gardien. Enfin voilà, plein de choses comme ça. Donc on est obligé de garder un œil sur la montre, mais souvent on peut être amené à perdre un peu cette notion du temps. Ouais, bien sûr. Parce que quand on est pris dans le match, justement, on peut perdre un peu cette notion de temps. Clairement. Donc justement, c'est le rôle de certaines personnes qui sont là justement pour eux garder le. Nous, j'ai envie de dire, le gars qui est simple opérateur, lui le temps, c'est pas trop son souci. Par contre, c'est le souci d'une personne à côté qui lui rappelle régulièrement à la radio en disant les gars, plus que 5 minutes. Ok. Ok. Et en fait, on jongle en permanence avec tout ça, toutes ces contraintes en fait. Ouais. Du coup, tu as l'oreillette forcément qui te donne des infos. Bien sûr. Ok. Frédéric Desplan qui voudrait, je pense, te contacter en off. On vous mettra en lien par mail, tout ça, on va vous mettre en contact. Une question de Michael Moulia en Corpella qui te demande est-ce que tu as été aidé pour tes reconversions professionnelles? Non. Non. Du tout? Bah non, quasiment pas en fait. Ok. En tout cas, pas par l'armée. Si c'était ça la question. C'est ça la question. Si c'était ça la question, non, j'ai pas été aidé. Non. Ok. Parce que du coup, quand tu signes, tu as la pro 20 ans, si j'ai bien suivi, hein, dans l'armée, hein, c'est ça? Ouais, enfin non, en fait, au bout d'un moment, moi personnellement, j'étais de carrière, donc en fait, c'est que t'es plus sous contrat en fait. C'est nos limites. Mais donc moi, j'avais plus ce souci. Mais par contre, voilà, je savais que j'allais pas rester à vitam, donc voilà. Donc moi, j'étais pas pris par ce facteur temps. Là, pour le coup, avec une fin de contrat imminente ou un truc comme ça. Mais voilà, en tout cas, non, l'armée m'a pas aidé. Et, euh, et voilà. Mais bon, c'est pas grave. D'ailleurs, Julien, est-ce que quand tu parles de l'armée ou des forces spéciales, est-ce que tu as, comment dirais-je, une clause de contrat, de respect du secret, etc., où tu peux dire un peu ce que tu veux, écrire des bouquins, faire des webinaires, raconter tout? Non, non, bah si, il y a toujours une clause de confidentialité. Il y a une clause de confidentialité et puis voilà. Et puis de toute façon, là encore aujourd'hui, enfin moi, voilà, j'ai plein de copains qui sont encore en opération et tout ça. Donc voilà. Donc j'ai pas envie de leur rajouter de la difficulté. Je vais pas dire des choses. Voilà. Et puis ça serait pas intelligent de ma part de parler de certaines techniques qui pourraient potentiellement servir à d'autres personnes pour contrer ou pour faire des choses. Voilà. Donc il n'y a pas d'intérêt. Ok. Tu as deux questions encore en lien avec la motivation. Alors, la première, c'est comment rester motivé mentalement longtemps, Ouais. toute une carrière ou toute une saison, enfin sur une longue distance. Et après, qu'est-ce qui t'a donné envie, qu'est-ce qui t'a motivé vraiment à faire ce métier-là?
Alors se motiver longtemps, bah je pense que c'est la remise en question en fait. C'est-à-dire que personnellement, personnellement, c'est pas personnellement, c'est comme ça dans les forces spéciales. Déjà, il faut se remettre en question. C'est quasi quotidien en fait, parce que tous les jours on va au stand pour tirer, donc bah tous les jours il faut que je sois comme ça. Voilà. Et si je suis pas comme ça tous les jours, c'est que ou je me suis pas suffisamment entraîné, ou bah c'est que j'ai peut-être je suis pas suffisamment concentré et voilà, donc c'est pas bon. Voilà, donc il faut la remise en question elle est quotidienne et puis bah à un moment donné il faut toujours se fixer entre guillemets des nouveaux objectifs et puis ce qui fait que bah ça permet de conserver la motivation, voire de l'accentuer. Et puis après, bah, si c'est pas un prochain objectif, c'est de me préparer pour la prochaine mission, etc., etc. Mais en tout cas, c'est pas de regarder qui j'étais il y a 2-3 ans, mais qui je vais être dans 2-3 ans justement. Et puis de dire ok, je veux être comme ça. Mais après, c'est une forme de discipline aussi. Hein. À un moment donné, faut se mettre des coups de pied, faut se les mettre tout seul, donc c'est pas facile, mais avec un peu de souplesse, on y arrive. Et puis non, bah ouais, faut chercher toujours à être meilleur. Mais de toute façon, c'est assez simple parce que si on n'est pas dans dans ce mouvement, cette dynamique, j'ai envie de dire, qui va nous obliger à être toujours, si ce n'est toujours être de mieux en mieux, ou tout au moins conserver ce niveau, bah de toute façon on va pas rester. Hein. On va nous dire, bah écoute, Julien, t'es gentil, mais tu fais plus le taf, donc merci, au revoir. Okay. Voilà. Donc c'est pour ça que la remise en question, elle est quotidienne. En même temps, Julien, en tant que préparateur mental, on sait que s'entraîner mentalement, c'est pas compliqué en soi. C'est un mélange d'outils, de techniques, de choses qu'on met en place qui sont assez simples finalement. Ouais. Par contre, trouver des gens qui sont prêts à s'entraîner tout le temps, à se remettre tout le temps en question et à travailler tout le temps mentalement, ça, c'est plus compliqué. Et ceux que l'on croise qui ont cette détermination-là, ils ont souvent en tête un truc qui est plus fort qu'eux. Ils veulent être milliardaires, ils veulent être, tu vois, les meilleurs du monde, les numéros 1, ils veulent avoir un pouvoir de fou. Je sais pas, tu vois. Et toi, qu'est-ce qui t'a vraiment soulevé, en fait? Qu'est-ce qui t'a vraiment porté si haut que ça? Si haut que ça. Bah, comme je disais tout à l'heure, j'avais envie de vivre des choses, voilà. Et puis, donc je suis rentré dans les commandos marines. Et puis après, les commandos marines, je suis rentré dans un groupe qui s'appelle le CTLO. Donc là, c'est contre-terrorisme et libération d'otages. Donc là, le but, c'est la mission la plus dure. C'est la libération d'otages. Hein. C'est vraiment la plus dure, la plus technique, la plus difficile en termes de capacité à devoir se sacrifier. Ouais. Et ça, c'est quelque chose évidemment où on s'entraîne là pour le coup tous les jours. Et donc à un moment donné, bah on se sacrifie quoi. On se sacrifie pour ça en fait. Pour s'entraîner, on se sacrifie. Pour être parmi les meilleurs, et ben faut être prêt à se sacrifier. Sacrifier sa vie de famille, sacrifier les moments avec les copains, etc., etc. Dans le but de peut-être faire un jour une libération d'otages. En espérant qu'elle vienne le jour où je serai prêt, c'est-à-dire peut-être le plus tard possible. Et il y a peut-être des gars qui se sont entraînés toute leur vie pour ne jamais la faire, cette fameuse prise d'otage. Tant mieux peut-être, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne se sont pas retrouvés dans cette situation. Voilà. Moi, je m'y suis retrouvé. Et le jour où je l'ai faite, cette situation, je me suis dit ok, bah la boucle est bouclée, c'est bon. Ok, ça a vraiment du coup clôturé une. Ça n'a pas clôturé, mais c'est, tu vois, j'ai appelé ma mère, je lui ai dit, voilà, bah, j'ai fait tout ce que je voulais faire, en fait. Ok. J'ai vu ce que je voulais voir. Et en gros, je partais, je savais que j'allais quitter, voilà, dans les 1 an ou 2 qui allaient suivre. Et en gros, voilà, là je partais, je pouvais raccrocher les gants, l'esprit serein, on va dire, tranquille. Même si aujourd'hui,
Quand il se passe quelque chose, quand j'ai les copains qui me disent tiens, il y a eu une mission à tel endroit, il s'est passé ci, il s'est passé ça, évidemment, j'ai mon cœur qui s'emballe et j'ai mes yeux qui pétillent, quoi. C'est clair. Et ça fait partie de ma personnalité, je pense. Mais voilà. Ok. Tu as parlé beaucoup de sacrifices. Est-ce que tu as croisé des sportifs qui étaient prêts à se sacrifier? Des sportifs, personnellement, des sportifs prêts à se sacrifier, je sais pas. J'en ai peut-être croisé sans savoir. Quelque part, ils le font tous à leur échelle. C'est-à-dire que il y en a qui sacrifient leur vie de famille pour pouvoir parcourir le monde et aller de tournoi en tournoi. Et voilà. Donc chacun fera son sacrifice à son niveau, à son échelle. Là, en ce moment, on entend beaucoup parler du monde hospitalier. Eux aussi, à leur façon, ils sacrifient des choses, ils sacrifient des moments avec leur famille, ils sacrifient. Certains ont sacrifié leur vie en ce moment. Voilà. Donc, je pense que voilà, c'est tout le monde peut faire des choses. Après, c'est vrai que là, nous, on est dans un cadre où ça peut aller jusqu'au ce qu'on appelle le sacrifice ultime. Hein, c'est à un moment donné, et en pensant à ça, je pense voilà aux deux copains. On n'a pas entendu beaucoup parler c'était dans la nuit du 9 ou 10 l'année dernière, les deux nageurs de combat qui sont décédés au nord du Burkina Faso pour aller sauver 4 otages. C'était il y a un an, on en a beaucoup parlé. Là, hier avant-hier, on n'a pas beaucoup entendu parler. Voilà. Donc on retombe vite dans l'oubli, mais bon, c'est comme ça fait partie du métier aussi. Est-ce que tu peux noter combien c'est payé un gars des forces spéciales? Oh, allez. J'ai pas beaucoup mis d'argent de côté, mais grosso modo, c'est payé à peu près. Alors pour parler, peut-être qu'il y en a qui sauront, on va dire l'équivalent d'un premier maître. Donc premier maître, c'est l'équivalent d'un adjudant. C'est payé environ 2500 € par mois avec les primes. Ok. Donc c'est pas beaucoup. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, si vous venez pour faire fortune, vous serez déçus. Quand vous rentrez de mission, les gars, vous payez une Twingo à crédit. Prenez un leasing sur une Twingo. Tu as pas mal de questions encore. Tu as une question sur la blessure. Ouais. Comment est-ce que vous gérez la blessure survenue à l'entraînement ou en opération? J'ai pas compris, pardon. Comment est-ce que vous gérez une blessure qui survient à l'entraînement ou en opération? C'est pas du tout la même chose à l'entraînement ou en opération, parce qu'on va dire que à l'entraînement il n'y a pas trop les contraintes tactiques, donc c'est pas du tout la même chose. En mission, c'est priorité à la mission, donc un blessé, c'est très compliqué, c'est très très compliqué, c'est une grosse problématique. À l'entraînement, s'il y a un blessé, écoute, voilà, on arrête l'entraînement et puis on fait ce qu'il faut pour évacuer le blessé et tout ça. Maintenant, en mission, en opération, s'il y a quelqu'un qui est blessé, s'il peut continuer la mission, il continue. S'il peut pas, si on peut l'évacuer sans annuler la mission, on le fait. Et sinon, on peut être amené à annuler la mission. Et si des fois c'est des missions prioritaires, tant pis, on maintient la mission. Okay. Et il fait comme il peut, il suit comme il peut, ou on va trouver une autre solution. Mais c'est une question de priorité. Après, c'est toujours pareil. Hein. Voilà. Et après, si aussi la question c'est comment on gère, la personne va gérer, après, ça sera toujours pareil. Hein. Ça sera opération, rééducation, réathlétisation, et puis dans le meilleur des cas, la personne peut retrouver sa place, et puis dans certains cas, la personne elle se retrouve sur la touche, quoi. Ok. Est-ce que vous avez des pratiques sportives privilégiées ou vous faites tout, on va dire, sport de combat, sport de tir, les sports d'endurance, d'équilibre, vous mélangez tout ou vous avez vraiment 2-3 sports qui sont vos sports privilégiés? Évidemment, la course à pied, ça fait partie quand même. On va dire le sport course à pied, musculation, sport de combat, ça fait partie ça fait partie du top, du top 3, on va dire. Mais voilà, c'est un sport en particulier. Les sports de combat, tu les fais tous?
ou t'en privilégies un ou deux particuliers? Non, c'est, on va dire, type MMA, pour ceux qui connaissent. Voilà, c'est pied-point, sol, voilà. Bon, sachant que de toute façon, nous, on privilégie pas le combat à main nue parce que on n'est pas sûr de gagner, tout simplement. Voilà, hein, parce que voilà, en mission, ben, il y aura peut-être quelqu'un de plus fort que nous, donc voilà, hein, il y a pas de super-héros. Donc voilà, mais après, ouais, non, ça va être course à pied, muscu, sport de combat, un peu d'escalade, après on a la piscine, on a entre guillemets tout ce qu'il faut pour s'entraîner. Donc après, chacun fait un peu chacun fait ce qui lui plaît. Tennis, golf ou pas du tout? Golf, on a demandé à mettre un 18 trous, ils ont pas voulu. Je comprends pas. Une question pour terminer. Il est déjà, je pense là en fait, ça va très vite. Il est déjà 56. Une question de Didier. Comment est-ce que tu abordes la cohésion d'équipe? Alors dans l'armée, finalement, la cohésion, elle se crée très simplement, hein. C'est-à-dire qu'on est une équipe et puis les liens se créent naturellement. On passe énormément de temps ensemble, à l'entraînement, en mission, etc., etc. On passe plus de temps ensemble qu'avec nos familles. Euh, la cohésion, elle existe vraiment. Elle se crée naturellement en fait. Et ce qui n'empêche pas d'avoir des clashs. Parfois, il y a des, parfois, ça gueule. Il y a des coups de gueule et tout ça. Et c'est normal parce que de toute façon, alors c'est pour reprendre une expression, c'est un peu la meute quoi. Et puis là-dedans, il y a un petit peu que des caractériels quoi. Donc forcément, de temps en temps, il y a le vieux loup qui est un peu qui est le chef, donc voilà. Et puis il y a les jeunes loups qui essaient de prendre la place, donc de temps en temps mettre des coups de croc. Et puis voilà. Mais en général, non, mais en général, on s'explique, on discute, on met carte sur table. Et puis quand on peut résoudre les problèmes, on les résout. Et si on peut pas, de toute façon, à un moment donné, on reste quand même à l'armée. Il y a une hiérarchie, il y a des gens qui prennent des décisions, et puis c'est comme ça. Okay. Et si la personne les accepte pas, elle s'en va. Voilà. Donc c'est comme ça. Mais la cohésion, de toute façon, quand on a les pieds dans la gadoue, elle se crée. Hein. Elle se crée assez facilement. Ok. J'en dirai pas plus. J'en dirai pas plus parce que je sais que tu. Ça marche, Julien. Bon, il est déjà quasiment l'heure.